Mariam Belkziz, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Naïdatech. Bonsoir Badr. Je suis ravi de te recevoir. Alors, Mariam, tu es actuellement la CIO de Génération France, une organisation internationale qui aide les personnes de tout âge et tout milieu social à développer leur plein potentiel professionnel. Et en parallèle de cela, tu es coach certifié, tu accompagnes des dirigeants et des cadres managériaux dans leurs réflexions et prises de décision. Et tu accompagnes aussi pas mal de startups et d'entrepreneurs. Et d'ailleurs, tu es investisseur aussi dans plusieurs startups. Tu as commencé ta carrière en 2002 dans le domaine de la finance, où tu vas passer 7 ans à la Société Générale, puis à Sumitomo, une banque japonaise. Et en 2011, tu es diplômé de l'INSEAD en stratégie et entrepreneuriat. Et là, tu décides de rentrer au Maroc et de rejoindre le Boston Consulting Group, surtout pour te challenger intellectuellement et avoir de l'impact auprès des sociétés que tu auras l'occasion d'accompagner sur des sujets aussi variés que la RH, l'opérationnel ou la finance. Après 2 ans passés chez BCG, tu rejoins Novena, une société familiale dans le domaine de l'agriculture, un domaine qui t'est étranger, mais que tu vas t'adapter très vite et tu appliques les recettes apprises au BCG et ailleurs. Tu structures différents services dans le service commercial et tu réussis à faire doubler le chiffre d'affaires de Novena. Mais tu restes qu'une année car tu vas rejoindre Uber en 2015 pour lancer l'activité au Maroc. Alors, Meriem, je suis ravi de te recevoir. Est-ce que d'abord tu es d'accord avec ce résumé de ton parcours? Oui, oui, je suis assez d'accord, c'est très bien résumé. Peut-être juste une précision, j'ai commencé effectivement en 2002 dans la finance avec des longs stages. Et après, j'ai commencé donc mes emplois à temps plein en 2004. D'accord, très bien. Super. Du coup, moi, la première question que je veux te poser justement, c'est comment tu as rejoint Uber pour lancer l'activité au Maroc? On en a parlé tous les deux auparavant. Le processus a pris entre le premier contact que tu as eu avec les responsables au Moyen-Orient et ton intronisation à la tête d'Uber Maroc, ça a pris environ une année. Est-ce que tu peux... Euh, Même plus que ça, parce qu'en fait, j'ai commencé à discuter avec les responsables d'Uber pour l'Afrique et le Moyen-Orient en 2013. Donc, j'étais encore au BCG et j'ai été recrutée en avril 2015. Et donc, il y a eu différentes phases. Il y a eu des phases où Uber n'était pas sûr de vouloir venir s'installer au Maroc. Puis, le concurrent principal, Karim, est venu s'installer. Donc là, ils ont décidé d'accélérer. Entre-temps, moi, j'avais rejoint Novena et donc je ne me voyais pas quitter à très court terme. Et quelques mois après, j'ai vu qu'ils n'avaient toujours pas recruté de général manager et donc j'ai décidé de postuler. Et au bout de à peu près une dizaine d'entretiens et plusieurs mois de préparation, notamment d'un business case, etc., j'ai été recrutée en tant que général manager. Très bien. Donc en fait, c'est toi volontairement qui as initié le premier contact en fait, pour te présenter ou pour un peu discuter avec les gens d'Uber au Moyen-Orient Oui, c'était pour voir un peu quelles étaient leurs perspectives au Maroc. Moi, j'avais vu qu'il y avait plusieurs de mes camarades de l'INSEAD, donc de la même promo que moi, qui avaient rejoint Uber et qui dirigeaient Uber dans différents pays dans le monde. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et donc, au début, c'était vraiment pour discuter, pour avoir un petit peu leur perspective. Et en préparant justement ces entretiens, je me suis dit que ça pouvait être vraiment une très, très belle opportunité pour le Maroc. D'accord, très bien. Et du coup, à cette époque-là, tu es chez Novena. Alors, est-ce que tu peux nous parler du premier, alors de l'appel que tu as eu, ton ressenti quand tu as eu cet appel pour te dire, pour t'annoncer que tu as été prise pour diriger Uber Maroc et comment tu as géré cette transition chez Novena? Parce que je le rappelle, D'accord. chez Novena, tu as passé une année, tu as doublé le chiffre d'affaires, donc tu étais sur une pente sur un impact positif.
et Mhm. c'est une société familiale, donc c'est peut-être des fois plus Tout à difficile fait. quand on a des liens personnels avec les personnes de la boîte. Comment tu as géré cette transition? Alors en fait, bah, d'une part, j'étais très, très, très heureuse de cette nouvelle. Et je me suis dit, j'ai tout de suite ressenti qu'en fait, ça allait être une expérience extrêmement marquante pour moi. Et donc, pour moi, c'était voilà, c'était évident que j'allais accepter cette offre. Par rapport à Novena, bah, j'ai tout simplement réuni donc les deux fondateurs qui étaient donc les deux actionnaires principaux et je leur ai annoncé. Ils ne l'ont pas très bien pris au début, mais après par la suite ils ont compris ma décision. Voilà, pour moi c'était vraiment une opportunité, comme on dit en anglais, a lifetime opportunity. Et donc, je ne voulais surtout pas la rater. Donc, j'ai essayé d'être le plus, je dirais, conciliante aussi par rapport à la transition, aider les équipes sur place, voilà, bien expliquer mon choix aux différentes parties prenantes. D'accord. Et tu étais, alors justement, quand tu as accepté l'offre, est-ce que tu t'es imaginé toutes les problématiques et toutes les difficultés que tu allais avoir? Pas du tout. Je pense que j'avais vraiment une vision peut-être assez partielle et assez naïve des choses. J'imaginais que ça n'allait pas être très facile parce que clairement, il s'agissait d'un changement systémique. Mais j'avais vu que dans d'autres pays, ça s'était passé de manière assez tranquille finalement, malgré les difficultés. Je pensais que le Maroc allait, enfin que, disons, l'évolution au Maroc allait être assez similaire à celle de l'Égypte où en fait assez rapidement les autorités ont décidé d'arrêter les manifestations de taxi et de se dire bon ben voilà, Uber crée X emplois en Égypte, Mhm. Karim de la même manière, et donc nous allons vous aider pour vous développer, surtout dans un contexte de crise économique, etc. Donc je pensais qu'il allait se passer la même chose. Et en fait, pas du tout, parce qu'on a été déclarés illégaux, pas réellement de manière, je dirais, Officielle? officielle, mais plutôt par voie de presse D'accord. dès le lancement d'Uber. Et donc voilà, donc c'est là que les ennuis ont commencé. D'accord. Très, très bien. Et du coup, tu rejoins Uber. Quelles étaient les premières actions ou les premières choses que tu as dû gérer, voilà, les tout Mhm. premiers jours, les toutes premières semaines? Euh, Sachant que voilà, chez Uber il y a des équipes dédiées au lancement des villes. Est-ce que t'as travaillé avec ces équipes-là? Tout à Je le fait. rappelle, c'est des équipes spécialisées qui savent lancer des villes. Alors, tu vas nous en parler, quel type de profil ils sont, qu'est-ce qu'ils font au quotidien. Mais il y a des équipes chez Uber qui lancent des villes, qui sont là pour lancer des villes. Et donc, quand une ville est lancée, ils passent la main aux dirigeants locaux ou l'équipe locale. Est-ce que dans le cas de Uber Maroc, ça a été le cas? Est-ce que cette équipe-là t'a accompagné du premier jour ou ils étaient là avant? Comment ça s'est passé ces premiers jours? Oui. Alors, il y avait justement un launcher, donc c'est comme ça qu'on les appelle au sein d'Uber, qui était présent à partir du mois d'avril. Donc, moi, j'ai rejoint officiellement le mois de mai 2015. Ces launchers-là ont un profil un petit peu couteau suisse. Ça peut être des anciens entrepreneurs ou des gens qui ont fait du conseil, des gens qui ont l'habitude de travailler sur des projets de manière assez, je dirais, agile. Euh, et donc, ils ont aussi des outils, enfin tout un toolkit en fait pour lancer une ville. Donc, au début, quand je suis arrivée, donc on a travaillé ensemble avec ce launcheur, donc il s'appelait Jean-Pierre Aramoni, et que je salue. Et l'idée, en fait, est comme pour toute plateforme, en fait, pour qu'une plateforme puisse croître assez rapidement, l'idée, c'est d'avoir le maximum de passagers et le maximum de chauffeurs.
et de croître le nombre de passagers et chauffeurs de manière graduelle pour qu'il y ait toujours assez d'offres je dirais, de transport pour les passagers, mais aussi assez de demandes pour les chauffeurs. Donc il faut croître en fait ces deux piliers de la plateforme de manière équilibrée. Et donc la première chose qu'on a faite, c'est aller trouver une entreprise de VTC, leur demander de nous mettre des véhicules à disposition, puis commencer, une fois qu'on avait un minimum de véhicules, commencer à lancer la plateforme en mode bêta, donc qu'avec des gens qu'on connaissait, et puis faire un lancement officiel avec des codes promotionnels pour encourager les passagers à tester la plateforme. D'accord. Donc, si je comprends bien, euh, 2 mois auparavant, vous travaillez sur le lancement et donc vous contactez des sociétés de VTC, vous embarquez des chauffeurs et vous lancez en fait en quelque sorte l'application bêta. Combien de personnes il faut, par exemple, combien d'usagers, combien de taxis il faut pour lancer une bêta, par exemple? Ouais. Alors, pour être beaucoup plus précise, les choses ne sont pas passées exactement de cette manière-là. Cette phase-là, on a pu la faire à partir de fin juin, début juillet. D'accord. Là où normalement on peut lancer une ville en 2-3 jours, en fait, nous au Maroc, on s'est rendu compte, enfin moi quand j'ai été recrutée, je me suis rendu compte que il y avait des erreurs en fait dans les postulats de base pour le lancement. D'abord, la première erreur, c'était de penser que les passagers marocains allaient pouvoir payer en devises étrangères. Et donc, du coup, bien évidemment, il a fallu mettre en place le compte local, mettre en place un accord avec les banques. Il y avait aussi le fait qu'au Maroc, la notion de paiement récurrent, telle qu'on peut l'avoir sur Amazon ou autre, n'existait pas avant Uber. Donc, il a fallu négocier avec les différentes banques pour les convaincre de mettre en place ce schéma et donc de faire les changements techniques de leur côté. Et donc, tout ça a pris du temps. Et une fois qu'on a eu cette phase-là, là, effectivement, il y a eu le lancement opérationnel. Et en fait, c'est un peu du test and learn, hein. On commence en se disant, ben, on va prendre à peu près 20 véhicules, on va les positionner dans différentes parties de la ville. On va regarder en fait le nombre de vues et le nombre de demandes qu'il y a eu dans les semaines précédant le lancement, parce que ça, ce sont des données qu'on peut avoir. Parce que en fait, tous les jours dans le monde, il y a des gens qui ouvrent l'application Uber quelque part et qui voient s'il y a un Uber. Et même D'accord. si au Maroc, il n'y avait pas encore d'Uber, il y avait déjà des gens qui, depuis pas mal de temps, ouvraient l'application, par exemple, quand ils arrivaient à l'aéroport, pour voir s'il y avait des Uber. Et donc, en fonction de ces données-là, on a pu se dire, voilà, en commençant avec 20-25 chauffeurs positionnés dans tel et tel endroit stratégique en fonction de la demande, qu'on avait du coup analysé, on va pouvoir commencer. Et puis après, bien évidemment, la croissance s'est faite au fur et à mesure que le nombre de passagers augmentait. D'accord. Donc, vous, chez Uber, comme la marque était déjà connue, vous Oui. n'aviez pas forcément ce problème d'embarquer des chauffeurs ou d'avoir des utilisateurs, ou vous l'aviez aussi, vous n'avez pas de problème de notoriété parce que les gens connaissaient déjà Uber. Alors, les passagers, pour beaucoup, c'était des passagers étrangers. Donc, c'était des gens qui, quand ils arrivaient au Maroc, essayaient de trouver un chauffeur via Uber. La notoriété auprès des Marocains, elle était partielle. Il y avait une notoriété auprès des Marocains qui avaient l'habitude de voyager à l'étranger. Après, par rapport aux sociétés, parce qu'au début, on a travaillé exclusivement avec des sociétés de VTC, effectivement, la marque était connue de certains, mais pas de tous. Et donc, il a fallu faire comprendre quel était le modèle, convaincre certaines sociétés de travailler avec Uber. D'accord. Donc, Uber au Maroc, au lancement, vous travaillez uniquement avec des VTC, en fait. Tout à Euh, fait. d'accord. Il y avait pas si moi je suis un particulier, je ne peux pas travailler avec Uber au Maroc.
Ça, c'est venu par la par la suite? suite. Ouais. D'accord. Donc, au début, c'était que les VTC. Et par contre, vous ne travaillez pas du tout avec les détenteurs d'agréments. Ça, c'était hors scope pour Pas vous. au début. Pas au début. Pardon. Après, on a lancé Uber Taxi et on a intégré les taxis sur notre plateforme. D'accord. Très bien. Très bien. OK. Et du coup, on va y venir hein, sur les problématiques avec les syndicats et tout ça, mais moi, je voudrais savoir, du coup, il y a ce lancement-là, vous faites du test and learn. Quelles sont les problématiques techniques que vous avez eues? Parce que généralement, une marque qui est moins connue, voilà, une marque concurrente d'Uber, par exemple, qui est moins connue, elle va avoir ce problème-là d'emborder des taxis, d'emborder des utilisateurs, de se faire connaître. La marque Uber est potentiellement plus ou moins connus partout dans le monde et au Maroc aussi, parce qu'il y a aussi des étrangers qui se déplacent et qui viennent et qui ont déjà l'application. Vous, quel était le problème technique que vous deviez résoudre chez Uber, justement? Un des principaux problèmes techniques auxquels on a dû faire face était la précision du GPS. En fait, le GPS d'Uber ne marchait pas bien au Maroc et donc il a fallu très rapidement passer sur Waze et aussi euh, s'assurer que les mobiles qu'avaient les chauffeurs étaient d'assez bon niveau pour pouvoir avoir un GPS assez précis. D'accord. C'est principalement ça, le Et donc ça, problème. vous l'avez résolu en intégrant, en faisant une API vers Waze pour que Oui, tout dans Waze, ça soit le GPS, dans à Uber, fait, pardon, que ça soit le GPS Waze qui soit utilisé, c'est ça, hein? absolument. D'accord, très bien. Et donc ensuite, donc vous commencez à travailler pendant quelques mois. Quel était l'usage d'Uber? Donc après la bêta, après cette Mhm. phase de bêta, quel a été l'usage au Maroc d'Uber de manière générale? Et voilà, quel a été justement l'usage d'Uber au Maroc? Quand vous dites usage, c'est-à-dire les chiffres d'utilisation. Voilà les chiffres, quel type d'utilisateurs, quel type de sociétés VTC qui sont Ouais. intéressées par votre service. Mhm. Et le Ok. nombre, voilà, le nombre, si tu peux nous donner des chiffres sur le nombre de taxis, enfin de VTC qui sont inscrits, le nombre d'usagers que vous aviez eu au début, enfin quelques métriques. Ouais. Ouais. Alors, on a assez vite pu faire croître le nombre de nos courses par semaine. Donc, on est très rapidement arrivé à 5000 courses, puis à 8000. Et à un moment, on a même eu un pic à 15 000 quand on a lancé Uber Green pendant la COP22. Et puis, avec toutes les difficultés de sécurité qu'on a eues, c'est redescendu autour de 8 000. En moyenne, on avait 300 chauffeurs sur la plateforme et à peu près 19 000 passagers inscrits, donc des passagers réguliers. Et ces chiffres-là sont restés assez constants parce qu'en fait, on a eu une augmentation assez rapide au début, puis après, c'est resté assez constant, puis avec une diminution vers la fin, au moment où on a décidé de quitter le Maroc. D'accord. Et là, on parle uniquement Casablanca ou vous aviez travaillé sur d'autres villes? On a travaillé, donc on a eu deux opérations à Marrakech, des opérations éphémères, en décembre 2015, puis en novembre 2016 pendant la COP22. Et plusieurs mois avant de quitter le Maroc, on avait lancé Rabat euh, pour tester la ville et pour voir s'il y aurait moins de problématiques de sécurité là-bas. Donc voilà, on s'est rendu compte qu'en fait, ça marchait plutôt bien, mais la difficulté qu'on a eue, c'est avec les chauffeurs eux-mêmes, donc les chauffeurs Uber. Et donc, au moment, au moment d'arrêter, Rabat était aussi, enfin,
on rencontrait aussi beaucoup de problématiques à Rabat. Ok. D'accord. Donc, en fait, techniquement, vous n'aviez pas de problème pour avoir des taxis, pour avoir des VTC, pour avoir des usagers. Le problème, en fait, venait de la partie réglementaire, en fait, finalement. Absolument, Parce que absolument. le cadre réglementaire était un peu flou. Et donc, Uber, pendant quelques années, opérait de manière, dans le cadre dans un cadre flou. Et vous attendiez, en fait, vous étiez en négociation avec différentes parties, avec des syndicats, avec peut-être des parties de l'État pour mettre en place un cadre légal. Est-ce que ça a été du coup ta principale activité chez Uber Maroc à un moment donné? Oui, en fait, très rapidement, dès, les premières, problématiques techniques réglées, et dès qu'on a été un petit peu, déclarés, enfin, pas qu'un peu, mais déclarés illégaux par voie de presse, moi, c'est devenu mon activité principale, en fait, d'essayer de rencontrer différentes personnes, de convaincre, qu'Uber, pourrait avoir un impact très positif au Maroc en termes de création d'opportunités économiques, effectivement, j'ai rencontré, beaucoup de gens, que ce soit au sein du gouvernement, des différentes entités, gouvernementales et puis aussi des médias, pour convaincre, qu'il était, très intéressant pour le Maroc de mettre en place une réglementation, pour ce secteur. D'accord. Et comment justement se sont passés ces entretiens? Quels sont les résultats? On sait que Bah, Uber finalement a quitté le Maroc tout à fait. parce que justement le cadre réglementaire n'était pas résolu, mais est-ce que tu peux nous donner un peu des indications sur ces entretiens, les promesses qui ont été Oui, oui, plus oui. ou moins abordées? Alors en fait, bon, il y a eu beaucoup de tentatives, de rencontrer, différentes personnes, au sein du gouvernement et plus largement, qui n'aboutissaient pas. Et puis, pour celles qui aboutissaient, hem, en fait, les personnes ne souhaitaient pas s'engager, et souvent, les gens se renvoyaient la balle. Après, en off, j'ai eu beaucoup de conseils, Mm. pour avancer parce que clairement, la plupart de mes interlocuteurs étaient plutôt favorables à Uber, Mm. en tant que solution, notamment pour le chômage des jeunes. Mais, officiellement, ils n'arrivaient pas à réellement se positionner ou, avaient, d'autres difficultés à gérer et ne souhaitaient pas clairement, apporter une réponse, officielle. D'accord. D'accord. Et cette phase-là, en fait, la phase où il y a eu des problèmes justement avec les syndicats, ça a duré combien de temps à peu près? Ça a commencé assez vite parce qu'en fait, ça a commencé, en fait, déjà en décembre 2015, on avait commencé à avoir pas quand on avait lancé, le pop-up à Marrakech, on avait eu beaucoup de problèmes avec les taxis à Marrakech, avec des chauffeurs agressés et cetera et c'est pour ça qu'on avait décidé de ne pas lancer Marrakech et puis à Casablanca, c'est arrivé assez vite, courant, de l'année 2016 et ça allait crescendo, jusqu'à ce qu'on décide de quitter le Maroc. D'accord. Et justement, moi j'avais une question par rapport à ta hiérarchie qui était au Moyen-Orient, quelle vision ils avaient justement du Maroc? J'imagine que vous faisiez des reportings assez réguliers sur la situation parce que c'était hyper tendu. Justement, quelle vision ils avaient sur la situation au Maroc? Alors, effectivement, ils ont assez vite compris que le Maroc allait être beaucoup plus problématique que d'autres pays. Il y avait un pays qui avait aussi des problématiques similaires, c'était la Turquie, heu et hem et un petit peu la Jordanie et en fait, la Jordanie, au final, les choses avançaient au niveau réglementaire, il y avait au moins, je dirais, une clarté par rapport à ce qu'il fallait faire et les différentes étapes à franchir. Hem Alors qu'au Maroc et en Turquie, il y avait zéro visibilité. Sauf que, bon, la Turquie présentait quand même un potentiel
beaucoup plus gros que le Maroc. Et donc, assez vite, en fait, la question de rester au Maroc ou pas s'est posée. Et ce qui a fait qu'on a décidé quand même de rester pendant 3 ans, c'est que on avait quand même une équipe, pas que moi bien sûr, il y avait vraiment une équipe très soudée et très volontaire qui voulait absolument continuer. Et donc, on nous a laissé notre chance, entre guillemets. pendant quelques temps. D'accord. Absolument. Et justement, donc Uber, bon, il y a plusieurs pays où il y a des problématiques et donc il y a des pays qui sont plus ou moins des marchés importants. Pour le Maroc, ils n'ont pas décidé, par exemple, pourquoi au Maroc on n'a pas lancé Uber Eats en attendant d'avoir peut-être un cadre légal sur la partie VTC. Mhm. Euh, pourquoi, pourquoi au Maroc cette décision vraiment de stopper l'activité et voilà. Est-ce que aussi ça coïncidait pas avec le rachat de Carême? Est-ce que c'était pas non plus dans les tuyaux de justement Alors, de le rachat s'est quand même fait plus ah, d'1 an et demi après, voire même plus, parce que on a, que je dise pas de bêtises, donc on a quitté en février 2018 et le rachat s'est plutôt fait en mai 2019. Enfin autour de cette date-là. Donc non, je ne pense pas que le rachat de Karim était déjà dans les tuyaux. En fait, c'était tout simplement une stratégie de rationalisation de portefeuille par rapport au coût au manque de visibilité au Maroc et au potentiel escompté. Le Maroc ne présentait pas une opportunité suffisamment intéressante à l'époque pour Uber pour rester ou pour développer une autre activité. ok, très bien. Et du coup, toi, Myriam, en rejoignant Uber, donc tu pensais faire du scale, faire du growth, faire vraiment développer la boîte, tu te retrouves avec des problématiques avec les syndicats. Est-ce que du coup Uber Maroc, c'est resté un challenge pour toi ou la mission a complètement changé et du coup c'était beaucoup plus compliqué par rapport à ce que tu voulais faire exactement? Euh, En fait, c'est assez intéressant comme question parce qu'effectivement, j'ai pas du tout fait ce pourquoi j'avais signé. Donc, pour moi, effectivement, j'anticipais une forte dimension de scale vraiment opérationnelle. Et au final, j'ai fait beaucoup de lobbying et de communication. Auprès des médias. Mais c'est aussi une partie qui m'a beaucoup plu et où j'ai découvert que j'aimais beaucoup tous ces rôles ou toutes ces, je dirais, ces opportunités de plaidoyer. Et puis aussi, dans ce cadre de plaidoyer, en fait, je poussais beaucoup en avant l'impact social en fait d'Uber pour les chauffeurs, qui était réel et on avait beaucoup de cas où vraiment des chauffeurs étaient devenus auto-entrepreneurs, puis avaient eux scalé leur business grâce à Uber. Et donc, en fait, tout ça a nourri aussi ma réflexion à plus long terme, ma réflexion de carrière. Et finalement, c'est en lien, en fait, avec ce que je fais aujourd'hui au sein de Génération. Donc, à la fois un volet d'impact social et aussi des actions de plaidoyer et de communication. Donc, en fait, finalement, ça m'a permis d'aller vers quelque chose de différents que je n'avais pas anticipé à l'époque. D'accord, très bien. Et du coup, quel souvenir tu gardes de cette expérience au Maroc? Le Je bon garde souvenir. Oui, oui, je garde beaucoup de bons souvenirs, vraiment, que ce soit l'équipe, parce que vraiment, je le redis encore, vraiment, c'était une équipe formidable. Euh, et je souhaite vraiment enfin, leur rendre hommage. Et aussi beaucoup de très bons moments avec les chauffeurs, les soirées Ramadan, les premiers temps, tout ce côté excitation de lancer quelque chose.
Et puis aussi, ben, certains retours très positifs des passagers, beaucoup d'histoires très positives de gens qui avant avaient du mal à se déplacer, de gens qui du coup pouvaient, grâce à Uber, permettre à leurs parents âgés de se déplacer. Enfin voilà, beaucoup d'histoires très positives. Après, oui, d'un point de vue négatif, effectivement, ce qui était extrêmement, difficile à vivre, c'était, la violence, vis-à-vis des taxis. Le climat de tension, dans lequel je vivais et aussi, par rapport à ma propre famille. Donc à un moment, par 2 fois, j'ai dû avoir des gardes du corps pendant, d'assez longues Tu avais périodes. reçu des menaces, hein, c'est ça? J'avais reçu des menaces, donc ça, c'était très difficile à vivre et surtout, hem, pour moi, c'était difficile de enfin, je je ne souhaitais pas que mon fils soit impacté par ça, et donc pour moi, ça a été aussi en grande partie pourquoi j'ai pris, moi, la décision de me dire: quelle que soit, l'issue de cette réflexion, par rapport au fait qu'Uber reste au Maroc, parce que la réflexion finalement, on l'a commencée bien évidemment plusieurs mois avant la fermeture. Moi de toute façon, je ne vais pas rester dans cette situation, j'ai atteint ma limite. Hem et aussi je pense, que j'étais très déçue, par rapport à la découverte un peu, finalement, du manque d'efficacité, en fait, des entités, publiques. Hem, J'aurais préféré qu'on dise un non franc et catégorique mais qu'il n'y ait pas cet entre-deux, ces zones grises, ce manque de dialogue. Voilà. Pour moi, c'était assez frustrant à vivre. D'accord, très bien, très bien. Et du coup, Uber décide de quitter le Maroc et toi, tu rejoins Uber en France. Tout à Et là, fait. tu prends un poste super important aussi, c'est tu es responsable de l'expérience utilisateur. Est-ce que Oui. en France et en Belgique, est-ce que du coup, tu peux nous parler de ce rôle? L'expérience utilisateur, en fait, c'est en fait, toute l'interaction de l'utilisateur avec l'application finalement. Donc, ça peut aller Absolument. de la couleur du bouton jusqu'aux réclamations, en passant par toutes les interactions que l'utilisateur va avoir avec le service Uber. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce rôle-là? Quelles étaient tes responsabilités justement sur ce rôle en Europe? Ouais. Alors en fait, oui, donc j'étais responsable de l'expérience utilisateur d'abord pour la France et la Belgique, pour Uber Eats, puis pour, l'Europe de l'Ouest et du Sud, et en fait, je manageais les équipes qui géraient l'expérience utilisateur dans chaque pays et l'expérience utilisateur, telle qu'on la conçoit chez Uber, c'est en fait comme, tu l'as bien résumé, c'est toute interaction avec les 3 grands utilisateurs, donc 3 utilisateurs principaux, de la plateforme Uber Eats, à savoir les, clients finaux, les livreurs et les restaurants. Et au-delà de, je dirais, gérer les interactions et remonter toutes les difficultés qu'il y a et les feedbacks, il y avait aussi toute une composante en fait, assez stratégique de voir qu'est-ce qu'on pouvait outsourcer versus qu'est-ce qu'on devait garder, en interne et donc comment accompagner justement, le scaling du business grâce à l'outsourcing d'activités. Et donc là, ce qui était super intéressant pour moi, c'est que du coup, j'avais vraiment, cette expérience de, scaler un business, parce qu'en fait, la France, la Belgique, mais aussi, toute l'Europe de l'Ouest et du Sud, pour Uber Eats, entre, 2018 et 2019 a connu une très, très forte croissance et donc pour moi, c'était, une très belle expérience d'accompagner cette croissance. D'accord. Et en fait, tu as parlé d'outsourcer des parties de l'expérience client. Tu peux nous en parler un petit peu pour Oui, rentrer un petit peu dans le détail sur ce tout à sujet-là? fait. Ouais. Tout à fait. Donc en fait, pour tous les processus, donc de soit, pour entrer en relation, soit pour, hem,
faire des opérations auprès des 3 utilisateurs de la plateforme. On peut faire ça soit par les équipes opérationnelles en interne, soit par des équipes, disons des équipes, ce qu'on pourrait appeler, une sorte de, business process outsourcing. Donc vraiment des équipes qui vont être dédiées pour un process donné, interne, donc ça existe aussi dans pas mal d'autres groupes et chez Uber également, soit des équipes donc de BPO, Business Process Outsourcing, externes. Et donc nous, en fonction du processus, en fonction de sa criticité, pardon, en fonction de sa complexité, on Décider décidait d'outsourcer ou s'il pas. fallait, voilà, s'il fallait le garder vraiment en interne est fait par les équipes opérationnelles ou en interne dans les call centers Uber ou en externe dans d'autres call centers. Donc, une activité outsourcée, ça peut être par exemple la partie réclamation, ça peut être la relation avec les livreurs, ça peut être Tout quoi à fait. exactement? Est-ce que tu peux nous Oui, donner des ça exemples? peut être, gérer les réclamations des livreurs. Ça peut être gérer tout l'onboarding, par exemple, des restaurateurs. Ça peut être aller chercher des nouveaux restaurateurs, donc une partie vraiment, je dirais, vente. Euh, Ça peut être avoir des processus de gestion des fraudes. Donc, ça peut être tout type de processus. Très bien. OK. J'ai une question moi, sur la partie expérience et justement l'interaction avec le service et avec l'application. Moi, quand je regarde aujourd'hui, j'utilise Uber, hein, bien sûr, Uber Eats et Uber de manière générale. Au niveau de l'application, elle est tellement bien faite, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut encore optimiser dans une application Uber, parce que ça a l'air, ça donne l'impression que tout est déjà fait. Oui, L'expérience est très fluide. Donc moi, par oui. exemple, quand j'utilise Uber Eats, bah, c'est très rapide. Je clique sur un bouton, j'ai mon restaurant. Qu'est-ce qu'on peut encore optimiser dans une application aussi aboutie que Uber Eats, par exemple? On peut toujours optimiser, on peut toujours améliorer et je pense que justement, les feedbacks des utilisateurs sont vraiment clés pour continuer à améliorer une application. Donc ça, c'est quelque chose enfin, c'est un processus qui est vraiment sain pour une entreprise, c'est d'être toujours à l'écoute des consommateurs. Et puis après, au-delà de régler des problèmes, ça peut être des améliorations qui vont permettre de générer plus de chiffre d'affaires ou permettre de mieux fidéliser les clients. Donc, ce n'est pas que corriger des choses qui ne vont pas, mais c'est aussi aller plus loin dans la fluidité. Très bien, super. Merci. Merci pour ces éclairages, Merim. Moi, je voulais te parler, alors je l'ai rappelé tout à l'heure, tu es la CEO de Génération France et en parallèle, tu fais du coaching et tu conseilles et investis dans des startups. Est-ce que justement, tu peux nous parler un petit peu de cette activité de coaching de startup parce que ton expérience est assez importante. Justement, comment une startup marocaine, par exemple, peut faire appel à Meriem pour la coacher ou la conseiller? Alors, ce que j'ai fait pas mal dans le passé, c'est du mentorat de dirigeants de start-up. Donc, ça peut être tout simplement des discussions où je passe 1 heure avec la personne, elle me demande mon avis, je lui donne des exemples ou je la mets sur certaines pistes qu'il ou qu'elle peut explorer. Mais aujourd'hui, j'ai une approche aussi plus structurée où en fait, je commence par un diagnostic de l'entreprise et en fonction de ce diagnostic,
j'accompagne le ou la dirigeante sur ces différentes problématiques. Ça peut être la stratégie pure, la vision, ça peut être le business développement, ça peut être les RH. Voilà, on rentre dans différents sujets. Et puis surtout, là où ma certification de coach m'a apporté, j'irai, de nouveaux outils, c'est vraiment travailler sur le développement personnel du dirigeant. Parce que ce que moi j'ai remarqué et ce que je pense beaucoup de gens remarquent au fur et à mesure du temps, c'est qu'un ou une dirigeante ne peut pas développer son entreprise de manière exponentielle si il ou elle ne fait pas un travail aussi sur elle-même, vraiment de changer sa posture, de se préparer pour diriger des équipes plus grandes, etc., etc. Donc pour moi, il y a vraiment trois composantes qui sont essentielles. Il y a soutenir dans le développement de l'organisation, soutenir dans le développement des équipes et soutenir dans le développement personnel du dirigeant. D'accord. Donc en clair, les startups marocaines qui commencent à avoir un certain succès peuvent faire appel à Myriam pour, Oui, les aider dans leur développement. Ok, très bien. Le message est passé. Moi, j'ai une question sur l'écosystème startup marocain. Est-ce que dans l'avenir, on pourra voir Myriam dans l'écosystème, revenir au Maroc peut-être pour diriger une startup? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Et la deuxième question, si demain Myriam lançait une startup au Maroc, quelle serait cette startup? Dans quel domaine? ouais. Alors, pour la première question, je ne sais pas, hein, encore une fois, je ne suis fermée à rien et j'aime bien aussi que la vie me surprenne. Donc je reste très ouverte aux belles surprises de la vie. Par rapport à la deuxième question, je pense que, tout ce qui est vraiment, répondre à des problématiques de la vie quotidienne, du plus grand nombre, pour moi, c'est vraiment ce type d'opportunité qu'il faut aller chercher. Aujourd'hui, je pense que l'opportunité du Covid fait que, il y a une digitalisation accélérée de la société et donc, je pense que offrir des services, à ce que j'appelle vraiment le bottom of the pyramide, et éventuellement avec des services digitaux, mais assez simples, pour moi, c'est vraiment des opportunités à saisir. Je pense que une des erreurs qui est souvent faite au Maroc, c'est d'essayer de plaquer des services qui existent en Europe et de les ramener au Maroc. Et on n'a pas la même démographie, on n'a pas le même pouvoir d'achat, on a une classe moyenne qui est assez restreinte et une élite encore plus restreinte. Donc du coup, pour moi, il faut plutôt aller chercher vraiment, auprès, d'un plus large public, et donc potentiellement des applications qui marchent, par exemple en Chine ou en Inde, pourraient être assez intéressantes, à regarder. Avec aussi, je pense, cette vision de, si ça se développe bien au Maroc et que ça marche, de pouvoir le développer dans d'autres pays africains. D'accord. Voilà, moi, c'est Donc, ce que je… ce que tu dis, Myriam, c'est que en fait, les startups marocains doivent réfléchir et créer des idées, avoir des idées, créer des startups qui sont propres à l'environnement du Maroc et Absolument. essayer de justement de partir du Maroc et les développer un peu à l'international. Oui, tout à fait. Très bien, super. Alors, dernière question. Mercredi prochain, je reçois Smaïl Belkhayat, que tu connais Excellent. très bien. Est-ce que tu as une Absolument. question à lui poser? Euh, non, parce qu'en plus, on a l'occasion de discuter de temps en temps. Mais je veux vraiment, vraiment lui souhaiter beaucoup de succès avec l'application Sherry.ma. Et pour moi, Sherry, justement, c'est un très bon exemple d'application qui s'adresse au plus grand nombre et qui a bien su s'adapter et surtout, enfin, est partie d'un besoin réel du marché marocain. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès pour cette aventure. Très bien, merci, merci beaucoup, Myriam. Ça a été un plaisir pour moi de te recevoir
Vraiment, on apprend beaucoup de choses en discutant avec toi. Et moi, j'espère une chose, c'est te voir le plus possible dans l'écosystème des startups marocaines. Merci Badr. Merci, à bientôt. Merci, Mariam. À bientôt. Au revoir. Au revoir.